Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Bruxelles, au Parlement européen où nous sommes avec deux députés, Monsieur Philippe Loiseau et Monsieur Dominique Martin. Il y a 2 semaines, le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, est entré en application. Par la concurrence déloyale qu'il génère, il crée des problèmes quasiment insolubles à l'agriculture française. Et comme l'Union européenne ne retient jamais les leçons de ses erreurs, elle continue dans cette voie en négociant le même type d'accord avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Monsieur Loiseau, expliquez-nous quelles seront les conséquences de ces accords. Eh bien, écoutez, le CETA va tout simplement entraîner la perte de 204 000 emplois en Europe, donc 45 000 en France, ce qui n'est pas rien. Voilà la réalité décrite dans les études très sérieuses. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous allons au-devant de graves ennuis puisque les importations massives de viande et de lait de ces pays vont déstabiliser le marché européen. Nous ne sommes pas compétitifs par rapport à ces deux géants de la production agricole. D'ailleurs, l'agriculture n'est malheureusement qu'une variable d'ajustement de ces accords et ce sont évidemment les exploitants et les salariés européens qui en subiront les conséquences. La situation de l'emploi rural est-elle si catastrophique, Monsieur Martin ? Monsieur Delacoste, c'est peu de le dire. En 1950, pour mémoire, la France comptait 2,3 millions d'exploitations agricoles, d'après les chiffres très officiels du ministère. En 2015, elle n'était plus que 450 000. Et la chute continue. L'INSEE annonçait qu'un sur 5 en France a cessé son activité en 2016. Bruxelles affirme vouloir améliorer l'emploi. C'est un mensonge éhonté, comme à l'habitude. La directive travailleurs détachés a engendré un dumping social terrible, et spécialement dans le domaine agricole. La révision de cette directive, en débat en ce moment et qui fait beaucoup de bruit, n'est qu'un écran de fumée qui ne changera strictement rien, je peux vous l'assurer. Avez-vous des exemples concrets s'agissant de ces travailleurs détachés, vous qui êtes membre de la commission Emploi et Affaires sociales ? Emploi et Affaires sociales, oui, effectivement. Au printemps, je suis allé avec Marion Maréchal-Le Pen dans le Vaucluse pour visiter les récoltants, puisqu'il s'agit surtout de maraîchage. Et ces récoltants employaient des entreprises intérimaires espagnoles. On pourrait s'arrêter là, mais ces entreprises intérimaires espagnoles allaient même chercher leurs propres travailleurs en Équateur, Amérique du Sud. On marche vraiment sur la tête. Cette manière de procéder via la directive travailleurs détachés a fortement nui, vous l'imaginez, à l'emploi local, puisque les salaires sont baissés de façon outrancière et ne sont plus rémunérateurs pour un travailleur français. Et même pire, c'était pour nos étudiants l'été, l'occasion d'avoir un petit job d'été. Eh bien, même pour nos étudiants, ça demeure pour les exploitants et les maraîchers, les récoltants, trop cher. Il vaut mieux, je le rappelle et je redis, passer par une agence intérimaire espagnole qui va chercher les esclaves des temps modernes en Équateur, Amérique latine. Un autre exemple, l'Union européenne a utilisé en Allemagne, et c'est tout à côté de nous, des contrats à 1 euro de l'heure pour des boulots d'intérim. Plus de 4 000 et 9 000 demandeurs d'asile en Bavière ont déjà bénéficié de ce système. Un nouveau dumping social qui profite bien évidemment de la précarité, de l'indigence des migrants et casse effectivement aussi le marché du travail en Allemagne. Immanquablement, une telle mesure, n'en doutons pas, un jour ou l'autre sera reprise par des entreprises françaises sur notre territoire national. Êtes-vous inquiet s'agissant également de la carte européenne des services ? Oui, alors là, on continue le dumping social qui, jusqu'à présent, s'arrêtait aux seuls travailleurs détachés. Là, le principe est encore plus pervers. Pour développer plus le marché unique, les artisans et indépendants de n'importe quel État membre pourront venir travailler sur le sol français avec un minimum de déclarations et de démarches administratives. Le cadre juridique est extrêmement laxiste, renouvellement automatique et illimité de cette carte et une simple amende en cas de falsification.
Je vous laisse imaginer la concurrence féroce à laquelle vont faire face les artisans et indépendants français, ainsi que le risque de faux travailleurs indépendants. Ça veut dire qu'un architecte, ça veut dire qu'un dentiste, ça veut dire qu'une coiffeuse de n'importe quel pays de l'Est de l'Europe pourra venir sans quasiment aucun papier et formulaire ou contrainte de qualification, venir travailler sur le territoire national face à mon architecte, ma coiffeuse, qui pour pouvoir exercer a dû passer un diplôme. Alors au-delà de ce système et d'un point de vue plus agricole, comment expliquez-vous que la situation se soit tellement dégradée, Monsieur Loiseau, vous qui êtes membre de la commission agriculture? Écoutez, le but initial de la politique agricole, ce que l'on appelle la PAC, était d'harmoniser en fait les productions européennes et de partager les richesses via un système d'aide. En réalité, les États ne partagent que la misère avec cette PAC. Tout le monde pense aujourd'hui que les agriculteurs reçoivent beaucoup d'aide, que l'Union européenne leur permet de survivre, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la France est l'un des seuls pays contributeurs nets de l'Union européenne. Elle donne d'ailleurs 23 milliards par an à l'Union européenne et en reçoit 13 par les aides, dont 9 vont à l'agriculture directement. En fait, les 10 milliards manquants auraient pu pourtant aider nos agriculteurs, évidemment. Mais au-delà de ce budget, je vais vous donner un exemple des inepties que l'Union européenne impose. Les quotas sucriers, par exemple, ont été supprimés le 1er octobre. C'était un mécanisme qui régulait la production de sucre et garantissait des prix. En les supprimant, eh bien, l'Union européenne ouvre complètement ce marché. Nos 27 000 betteraviers, malheureusement, nos producteurs de sucre, donc de canne, dans nos dom-toms, je pense à la Guadeloupe, à la Réunion notamment, se retrouvent donc tout à coup en concurrence avec les Allemands qui exportent, eux, massivement et sont beaucoup plus compétitifs que nous, ou avec le Brésil d'ailleurs et l'Australie qui produisent plus et beaucoup moins cher que nous. Mais comment pouvions-nous savoir que c'était une mauvaise idée, Monsieur Martin? Comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais cette catastrophe, on pouvait la prévoir. Sous le contrôle de M. Loiseau, agriculteur, l'Union européenne a fait exactement la même chose avec les quotas laitiers en 2015. Tout le monde s'en souvient. Depuis, le secteur du lait est en train de s'effondrer, ainsi que tous les emplois qui vont avec, et actuellement la production de beurre, puisque nos boulangers nous expliquent qu'ils ne peuvent plus acheter de beurre pour nous faire des baguettes et des croissants. C'est quand même ahurissant. Alors, ce que vous me dites pose une autre question logique. Pourquoi continuer une telle politique, Monsieur Loiseau? Écoutez, je crois que vous connaissez la fable de Perrette et le pot-au-lait, justement. À force de plans savants et complexes pour s'enrichir, on oublie la première règle qui est de protéger ce qu'on a déjà et de regarder devant soi. Alors, tout n'est pas encore perdu, mais il faut rétablir des quotas, restaurer bien entendu une politique de prix minimum garantie, mettre fin au libre-échangisme débridé pour enfin refaire une politique agricole qui protège enfin ces travailleurs. C'est le seul moyen d'ailleurs de recréer des emplois dans l'agriculture aujourd'hui. Monsieur Loiseau, vous nous décriviez les grandes lignes, mais y a-t-il une ou deux réformes à mettre en place d'urgence pour développer l'emploi agricole, des réformes plus concrètes? Et bien sûr, je vous en donnerai déjà deux. La première est de créer des chaînes de négociation au sein d'une branche. Une chaîne, justement, les producteurs auraient autant de poids que la grande distribution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. La deuxième, elle relève du bon sens. Il s'agit, en fait, de mettre en place une priorité aux productions françaises dans les collectivités et appels d'offres publiques. Concrètement, qu'une école puisse choisir elle-même de s'approvisionner en priorité sur le marché français, voire local, pour sa cantine. Cette mesure simple, l'Union européenne, malheureusement, nous l'interdit aujourd'hui, au nom du principe d'ailleurs de concurrence libre et non faussée. Merci sur cette note lucide. Je vous remercie tous les deux de nous avoir livré vos analyses et vous donne rendez-vous pour la suite de cette émission où nous aborderons des thématiques plus sociales. Merci, Monsieur Delacoste.